Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de l'Alliance Bâtiment Circulaire. Je suis Eric Alodi, je suis le cofondateur de Psycléa, qui est spécialisé dans le Cradle et qui a introduit, avant que ça emporte nom, l'économie circulaire en France en 2007, donc ça fait 13 ans maintenant. Et ben voilà, donc on organise une série de webinaires pour permettre justement à toutes les personnes qui veulent approfondir leur connaissance de ce qu'est l'économie circulaire appliquée au bâtiment, ou tout simplement la découvrir. Donc, leur donner la possibilité de le faire à travers cette alliance dont je vais dire quelques mots. Et on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Pascal qui, donc, qui nous présentera en fait son expérience de qu'est-ce que c'est l'économie circulaire appliquée au bâtiment euh, dans la seconde partie après mon introduction. Donc, je vais du coup partager mon écran. Voilà. Alors, donc là, c'est un webinaire qui est aujourd'hui qui est consacré justement à cette nouvelle offre que les promoteurs les plus avant-gardistes sont en train de développer concrètement ou de commercialiser pour mettre en œuvre l'économie circulaire concrètement avec des impacts positifs sur la santé et sur l'économie. Donc oui, l'objectif de l'Alliance de bâtiment circulaire, ça nous est venu pendant la crise du Covid parce qu'on se dit que si le monde d'après doit être différent, du monde d'avant, il faut partager, acculturer davantage la culture, notamment dans un domaine qui a beaucoup d'impact en termes de déchets, d'empreinte carbone. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place cette initiative, encore une fois, qui n'est pas une association, ce n'est pas un business. C'est juste l'occasion pour des gens qui ont des, comme vous, voilà, des retours d'expérience, des bonnes pratiques, des outils à partager dans ce domaine-là et dans ce contexte-là de le faire. Nous, en gros, on s'occupe d'organiser le webinaire d'1 heure à une date qui vous convient. Donc, si vous voulez suivre, bien sûr, vous êtes le bienvenu. Aujourd'hui, il y a près de 700 personnes qui ont suivi en fait, ces différents webinaires depuis le 22 avril, près de 200 entreprises. Et si aujourd'hui, vous voulez vous-même en fait, prendre la parole, vous êtes les bienvenus. Donc, juste une petite introduction. Ce qu'on appelle la gestion des déchets, c'est ce qu'on appelle le cradle to grave, donc du berceau au tombeau. On extrait, on fabrique, on utilise, on jette. Vous êtes familier de ça. L'économie circulaire, donc du berceau au berceau, ça consiste finalement à fabriquer, enfin extraire une première fois, fabriquer, utiliser, réemployer, réutiliser, mais derrière, même s'il y a réemploi, de pouvoir derrière éviter d'extraire à nouveau. Donc, il faut ce qu'on appelle upcycler pour pouvoir faire en sorte d'imiter la nature et avoir des écosystèmes fermés pour faire en sorte de préserver les ressources. Donc, l'économie circulaire, juste pour être clair, ce n'est ni le réemploi, et c'est non plus, ce n'est pas la valorisation de déchets. Et on l'expliquerait en 2 mots dans les slides qui suivent. Ça fait partie, mais ça ne résume pas, par exemple, le réemploi, l'économie circulaire, loin de là, puisqu'aujourd'hui, on estime qu'à peu près, on peut valoriser par le réemploi environ 5% des ressources usagées. Pourquoi c'est important de le faire, cette économie circulaire, avec une vraie récupération des matières? C'est pour, on a beaucoup parlé de pénurie pendant la crise. Là, je vous donne juste un exemple, je ne vais pas m'attarder. C'est donc un tableau sur les réserves en matière de métaux. Si vous avez le 5e à partir de la gauche, ça s'appelle l'indium. L'indium, c'est un constituant essentiel des panneaux solaires, qui donc constitue une bonne part de ce qu'on appelle l'énergie renouvelable. Donc, en gros, on n'a que 19 années de réserve en matière d'indium. Ça veut dire qu'on essaie de remplacer des énergies fossiles dites non renouvelables, qui ont un pic, enfin une pénurie à horizon de 100 ou 150 ans, par des énergies dites renouvelables, lesquelles s'appuient sur des matériaux qui sont moins renouvelables que les énergies fossiles qu'on veut remplacer. Donc, si on ne s'inscrit pas dans cette circularité des ressources, ben, en réalité, on va dans le mur de la même manière. Donc, il ne faut pas oublier cet élément-là, c'est majeur. Et même si on fait du réemploi, derrière, il faut savoir qu'est-ce qui va se passer de mes matières. Est-ce qu'elles sont venues chez moi une fois avant de partir au cimetière ou est-ce qu'elles ont été réinjectées dans les processus de production? Or, quand on parle de bâtiments, le patrimoine en France, c'est 1 milliard de mètres carrés, c'est à peu près stable. C'est aussi 50 millions de mètres carrés construits, de nouveaux bâtiments construits annuellement, c'est relativement stable aussi. Il faut savoir qu'un bâtiment, c'est un métabolisme lent. Donc, il y a environ 75% des constituants d'un bâtiment qui sont renouvelés pendant sa vie.
et pour certains plusieurs fois, selon qu'il s'agisse du mobilier, des systèmes techniques, des cloisons. Évidemment, la structure, les fondations générales ne sont pas renouvelées, mais le reste l'est 1 à 7 fois en moyenne. Évidemment, ça varie selon qu'on est du résidentiel ou tertiaire. Bon, là, je vous donne juste un exemple sur du tertiaire. Il y a des chiffres aussi qui existent sur la partie logement. Or, le bâtiment, aujourd'hui, ça marche comme ça. C'est-à-dire qu'on prend des matériaux, lesquels s'appuient sur on prend des produits qui utilisent des matériaux et donc des ressources. Le constructeur va les agréger au sein d'un bâtiment qui est livré à un propriétaire. Et pendant la vie du bâtiment, pas uniquement en fin de vie du bâtiment, mais pendant toute la vie du bâtiment, conformément à ce que je dis précédemment, eh bien, il y a des ressources usagées, qu'on appelle encore parfois des déchets, qui vont sortir du bâtiment. Et ces ressources usagées, en fait, deviennent une source de déchets et surtout une source de coût pour le propriétaire qui va payer quelqu'un, donc un gestionnaire de déchets, pour le débarrasser de ces déchets. Donc, on est dans une approche en fait qui est très ancienne, qui est encore basée sur une approche très sanitaire. Et comme on a payé en amont un gestionnaire de déchets un certain prix pour nous débarrasser de ces déchets, bah, lui va essayer de s'en débarrasser à moindre coût en aval. C'est ce qui explique en fait qu'il y a encore beaucoup d'enfouissement, assez peu de recyclage, beaucoup d'incinération, voire des exports souvent illicites vers des pays, par exemple, d'Asie du Sud-Est. Alors même que le bâtiment, avec ses 50 millions de mètres carrés par an, ça correspond quand même à 35% des matières premières, c'est 70% des déchets avec le BTP en France, c'est 26% des émissions de CO2. Je parle des émissions directes, donc liées à l'usage. On n'intègre même pas dans ces 26% ce qu'on appelle le carbone gris, qui se trouve dans les produits qui ont servi, enfin l'empreinte de production des produits, depuis l'extraction jusqu'à la fabrication, qui est intégrée, qui vont constituer le bâtiment. Ce qu'on appelle dans le bilan gaz à effet de serre le scope 3. Donc l'idée, c'est de passer d'un modèle linéaire où finalement les produits sont gaspillés et source de coûts à un modèle circulaire où les produits sont régénérés et source de revenus. Donc c'est complètement disruptif comme modèle, mais ça demande pour ça de pouvoir faire ce qu'on appelle du resource management, c'est-à-dire de gérer nos ressources dans le temps. C'est d'avoir finalement une espèce de jumeau numérique circulaire de mon bâtiment. Nous, on a développé une plateforme qui s'appelle MyEpsyclia il y a 4 ans parce que justement, on était fatigué de voir qu'on faisait les bonnes éco-conceptions en amont et que derrière, ça finissait à la poubelle comme d'habitude. Donc, mais si par contre, on commence à caractériser et gérer nos ressources, je vais dire comment, derrière, ça peut être source de revenus à travers ce qu'on appelle un resource manager, qui est une espèce de broker qui va soit via du réemploi, soit via de l'upcyclage, faire en sorte que ce soit source de revenus ou au minimum d'économie, plutôt que de déchets de coût pour le propriétaire. Aujourd'hui, on a des premiers chiffres en fait, qui permettent de voir qu'on est capable de récupérer entre 1 et 15% du coût d'acquisition matière initiale. Donc, si j'ai un bâtiment qui coûte 1 400 € du mètre carré, je peux récupérer jusqu'à 73 € du mètre carré. Et on peut régénérer des bâtiments jusqu'à hauteur de 82%, voire plus. Pour l'instant, au maximum, on a trouvé 82% quand ils sont conçus pour être très démontables. Évidemment, on peut calculer, du coup, quand on a de la data, des empreintes carbone et contribuer à améliorer la qualité à l'intérieur grâce à des choix de matériaux différents. Je vais vous montrer comment. Donc là, pour faire de la gestion de la ressource en aval et ne pas produire des déchets et faire des économies, voire générer de nouveaux revenus, il faut penser intelligemment son bâtiment en amont. C'est ce qu'on appelle en fait l'éco-conception. Vous avez entendu parler, mais là on parle d'une éco-conception spécifique, c'est-à-dire adaptée à l'économie circulaire. Finalement, ça revient à concevoir un bâtiment comme une banque de matériaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un bâtiment qui est facilement démontable, pas uniquement pour raison de flexibilité et de réversibilité, mais aussi pour faire en sorte que la dépose des ressources usagées en fin d'usage soit plus facile et donc moins chère. Parce qu'il y a un surcoût quand on va faire une dépose sélective. Mais il faut également caractériser les produits qui constituent le bâtiment à travers ce qu'on appelle un passeport circulaire, qui est une espèce de fiche d'identité dans lequel on va trouver donc sa composition, son empreinte carbone de production, ses prochaines vies, quand elles sont connues, son degré de non-toxicité, enfin des informations sur la non-toxicité, la performance environnementale en termes d'impact sur l'eau, d'impact sur le social, et puis aussi la part de recyclé. Donc, ainsi que des guides de maintenance et de démontabilité. Il commence à exister maintenant, on a créé notamment à travers cette plateforme Epsycléa des milliers de passeports sains et circulaires de produits qui ont des capacités particulières en termes de non-toxicité et de potentiel de circularité. Donc, c'est très simple, hein, les fabricants qui sont intéressés ont un compte d'accès gratuit. Grâce à ce compte, ils vont déclarer leurs produits.
ou leur gamme de produits et les mettre à jour à leur rythme. Et derrière, ceux qui sont intéressés ont également un accès gratuit en fait, à cette librairie. Donc, c'est une librairie open source qui permet d'accéder en fait, à des produits sains et circulaires. Et vous voyez des petits pictos, si vous voulez distinguer un petit peu. Ça, c'est nous, Epsycléa, qui nous chargeons de les noter. C'est aussi gratuit, comme dans le cadre de, donc des applications qui permettent de noter les produits alimentaires, de manière à repérer plus facilement les produits qui sont non toxiques, circulaires. Donc, quand le picto est coloré, ça veut dire qu'il y a donc il a ces qualités-là et qu'il y a une preuve vérifiée par un tiers. Si le picto est en noir et blanc, ça veut dire que c'est une preuve mais autodéclarative. Et s'il n'y a pas de picto, ça veut dire que le produit ne répond pas aux critères ou qu'il n'a pas les preuves. Donc, ce premier élément, construire un bâtiment comme une banque de matériaux, dès la rénovation ou la construction, c'est majeur. Derrière, évidemment, ça veut dire qu'on ne va pas choisir n'importe quel produit. On s'appuie beaucoup sur les produits certifiés Cradle, mais pas uniquement, parce qu'ils ne sont pas en nombre suffisant. Il y en a à peu près 10 000 qui sont certifiés dans le monde, dont à peu près 70% dans le domaine du bâtiment. Mais si on a des produits qui sont équivalents et qui sont en plus locaux, etc., mais qui répondent à des critères intéressants en matière de non-toxicité, circularité, carbone, énergie, gestion de l'eau et sociale, à ce moment-là, s'ils sont caractérisés, si on a leur passeport et qu'ils ont une notation intéressante, on peut les intégrer dans notre bâtiment pour améliorer les performances en termes de santé et de circularité. Bon, des exemples de produits, il y en a beaucoup maintenant et on pourrait faire presque entièrement un bâtiment avec des produits certifiés, mais voilà, c'est bien d'ouvrir à des produits qui ne le sont pas s'ils sont également vertueux. Ce qui est intéressant, je parlais tout à l'heure de jumeaux numériques circulaires, c'est que quand on a finalement caractérisé notre bâtiment, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un bâtiment dont les produits sont caractérisés par des passeports circulaires sur lesquels on a plein de data, en termes, encore une fois, de CO2, de future vie, etc., on est capable de faire des calculs. Donc, au lieu d'avoir une approche top-down, en fait, estimative pour faire des calculs carbone ou de circularité ou je ne sais quoi, on a une approche bottom-up, on part du produit, de ces data, et on est capable du coup de pouvoir mesurer différents indicateurs. On peut avoir on va dire la mesure scope 3, c'est-à-dire en agrégeant toute l'empreinte de production des produits non déductibles du bâtiment. On peut également calculer donc le degré de non-toxicité, le degré de circularité du bâtiment sur base du degré de démontabilité, la part de recyclé, etc. Et on peut aussi, ce qui est très intéressant, c'est calculer la valeur économique résiduelle. Ça veut dire qu'à partir du moment où on est capable de pouvoir récupérer un produit plus facilement et qu'il a un potentiel de circularité, on est capable d'appliquer une petite équation qui nous permet de pouvoir mesurer sa valeur économique résiduelle. Et on est en train aujourd'hui de travailler avec des experts immobiliers pour voir comment ça peut augmenter du coup la valeur vénale du bâtiment. Alors évidemment, quand on calcule une valeur résiduelle, c'est une signature circulaire, en fait, c'est un potentiel. Donc derrière, ce qu'il faut pour qu'il y ait une promesse de réalisation, c'est que on crée des écosystèmes. C'est ce qu'on appelle le resource management. Ce qu'on va appliquer sur des bâtiments dont va parler Pascal. C'est quoi finalement le resource management? C'est imiter la nature. Dans la nature, on a des gisements, des feuilles mortes par exemple, des transformateurs, des micro-organismes, et ceux qui ont le besoin, donc les nutriments qui vont être issus de l'action des micro-organismes. Et c'est parce qu'en fait, on aura la qualité attendue par le marché dont on a les besoins, qu'on aura vraiment un modèle économique qui permettra de financer l'économie circulaire. S'il n'y a pas de modèle économique, il n'y a pas d'économie circulaire. Donc, c'est pour ça qu'on inverse le paradigme. Au lieu de partir des déchets, d'un stock de déchets dont on ne sait rien, et d'essayer de s'en débarrasser, on va regarder en fait sur le marché quels sont les besoins et caractériser ces besoins. Et comme on a par ailleurs également caractérisé des gisements de ressources et qu'on a identifié des transformateurs qui peuvent transformer le gisement dans la qualité attendue par celui qui a le besoin, au lieu d'acheter par exemple du nylon vierge, comme Dim par exemple s'il veut faire des collants, il va acheter du nylon régénéré par exemple à partir de moquettes en nylon usagé. Donc pour ça, ça demande de partager une même nomenclature, donc un même langage, donc ça fait partie des passeports circulaires. Il y a une nomenclature commune, des structures qui permettent d'utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour associer et faire des propositions et pouvoir boucler la boucle. On est en train aujourd'hui, vous voyez, de aussi connecter ça avec 10 000 exploitations. Là aussi, c'est quelque chose dont on parlera peut-être avec Pascal tout à l'heure, notamment avec les travaux que mène Engie dans ce domaine-là, pour pouvoir justement faire en sorte qu'on évite les doubles saisies et que les jumeaux numériques de gestion technique soient connectés avec des jumeaux numériques circulaires.
Aujourd'hui, il y a à peu près 400 000 m² de bâtiments qui sont construits selon ces principes en France ou qui sont en cours de construction dans le domaine de l'hôtellerie, avec Accor Invest, des sièges sociaux, avec Vinci, Sogeprom, des parts d'activité, ça c'est la compagnie de Salzbourg, Arcueil, des centres commerciaux. Là, c'est Frey et la Postimo sur Rennes, l'université avec Nexity pour Deloitte sur Val d'Europe ou Hertel donc avec l'Alimenté Masséna sur Paris. Mais sachez en fait que un quart de ces 400 000 m² sont en cours de conception, ont été conçus grâce à Pascal. C'est pour ça qu'on l'a invité aujourd'hui, que ce soit Ecopton quand il était à la compagnie de Salzbourg, que ce soit Réinventer Masséna quand il était chez Hertel, ou maintenant, depuis qu'il est au sein du groupe Frey, chez Citizers, à Rennes avec le Palais du Commerce. Donc c'est pour ça que ça nous paraît vraiment intéressant de donner la parole à un véritable acteur qui concrétise en fait la promesse de l'économie circulaire, qui trouve les moyens, partout où il est passé, de pouvoir rendre économiquement viable et inspirant ce qu'il propose avec ses partenaires au point où ça se concrétise sous forme de bâtiment. On parle quand même de 100 000 m² au total. Donc, si tu veux bien, Pascal, je vais te laisser te présenter et puis te donner la parole. Il faut juste que je te... Voilà. Maintenant, tu vas pouvoir utiliser ton micro. Voilà, on t'entend. C'est bon? Vous m'entendez? Vas-y, c'est bon. Alors, je vais revenir juste en arrière. Voilà. Écoute, merci Eric, bonjour à tous. Alors, c'est le un quart que j'ai pas bien compris parce que sur les 6 vignettes, j'en avais 3 pour moi. Alors, c'est en mètres carrés ou pas? C'est en mètres carrés. C'est en mètres carrés. Ah, c'est en mètres carrés. Bon, on n'a pas tout mis, il y y en a des petits aussi, non, c'est en mètres carrés. Ça fait environ 100 000 m² en fait, ces 3 bâtiments sur les 400 000 m² qui sont recensés aujourd'hui. C'est vrai que Masséna était une petite surface, il y a à peu près 2000 m². Je suis d'accord, mais bon, on y reviendra tout à l'heure dans la présentation des projets. Mais ce qui sera intéressant, c'est de voir la progression en fait et l'évolution du cradle to cradle depuis 2014-2015 pour voir où on en arrive aujourd'hui et surtout à la création de cette banque de matériaux qui est le véritable intérêt en fait de cette notion d'économie circulaire. Alors peut-être un mot sur Citizens qui est la structure qui a été créée il y a maintenant à peu près 2 ans par Antoine Frey. La foncière Frey, c'est une foncière commerce, de commerce de périphérie, qui fait des shopping promenades, qui est la marque en fait de cette foncière et de ses projets. Foncière cotée sur Euronext. Et aujourd'hui, Antoine a, il y a maintenant 2 ans, décidé d'avoir un petit changement stratégique pour orienter le développement avec Citizens de projets mixtes urbains. Et en gardant toujours je dirais, ce qui fait notre force, de créer des lieux de destination. Donc, s'intéresser à des projets mixtes urbains aujourd'hui, c'est forcément un tissu existant. Donc, c'est forcément la transition d'immeubles, de quartiers, de villes qui peuvent aujourd'hui nous intéresser pour créer ces nouvelles centralités, ces nouvelles polarités par, je dirais, ce qui est important à la fois la mise en relation des lieux, des gens et des usages. Le maître mot aujourd'hui, en tout cas pour moi, depuis maintenant presque 20 ans ou 30 ans, c'est cette notion d'usage qui fait la force des immeubles que l'on peut construire. Et l'idée, c'est d'accompagner aujourd'hui la mutation des villes en essayant de trouver cette réflexion sur ces lieux qui peuvent muter. On ne va pas revenir sur cette révolution numérique aujourd'hui que l'on connaît, où la frontière entre le familial et le professionnel n'existe plus. Et je dirais l'événement récent de la Covid nous a montré que le télétravail était un élément intéressant. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse trouver et penser ces lieux avec, bien entendu, derrière, pour une foncière, la notion de rentabilité et de pérennité de ces bâtiments. Ce qui peut être intéressant de voir, c'est qu'on se découvre, on se réveille pas un matin en disant tiens, je vais faire du cradle to cradle. Donc ça remonte, je ne sais plus quand est-ce qu'on s'était rencontré, Eric, je crois qu'on s'est rencontré sur Masséna, oui. Je ne sais plus dans quelles conditions, mais pour moi en tout cas, il y a trois éléments qui m'ont amené vers cette prise de conscience. Tout d'abord, j'ai visité BZ, qui était un des premiers quartiers, écoquartiers de la banlieue londonienne, je crois en 2010 ou 2011, où il y avait déjà cette notion de réemploi et je dirais de travail sur un cycle de carbone zéro.
Donc, ça avait été déjà une première sensibilité. Ensuite, il y a eu une exposition en 2014 au pavillon de l'Arsenal. Et je vous encourage, si vous voulez découvrir cet ouvrage qui s'appelle Matière grise, qui avait été présenté par Encore Heureux. C'était vraiment le tout début de cette recherche sur comment déconstruire, comment construire en déconstruisant, quels sont les bâtiments du futur, et avec toute une série d'interventions et de présentations de projets à travers le monde. Un des plus connus, c'est le siège du Conseil de l'Union européenne à Bruxelles, dont la façade est composée de milliers de fenêtres qui sont venues en fait de plusieurs opérations de l'Europe tout entière. Donc ça a été un élément important. Et puis bien sûr le concours Réinventer Paris, qui nous a amené à répondre pour ma part sur 4 sites et à être lauréat sur Réalimenter Masséna. Donc c'est là qu'on a réfléchi en fait à cette notion d'économie circulaire, puisque le projet de Réalimenter Masséna, c'était bien sûr l'alimentation, mais surtout travailler sur ce rapport que l'on peut avoir de déchets et d'épuisement des ressources. Et d'ailleurs, c'est avec… alors, ce n'était pas à l'époque Psycléa, mais c'était notre structure. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec Eric. Alors, Réalimenter Masséna, c'est un tout petit projet. C'est 2000 m². C'est une gare SNCF qui est abandonnée. Et c'est la construction à proximité. Je vais chercher une image. Voilà, c'est la construction à proximité de la gare d'une tour en bois. Et dès le départ, donc la notion de déchets de la transformation de la gare a été un élément important. Donc, on a inscrit dans notre démarche un réemploi, je dirais, environ 80% des déchets pour la construction de la gare. Le deuxième élément important, bien sûr, c'est, on va passer rapidement sur la démarche environnementale qui était forte, mais l'élément important, c'était le bois. Bien sûr, avec un bilan carbone qui était positif, mais surtout avec un réemploi qui était inscrit dès la conception du projet. Alors, pour donner un exemple de la difficulté de monter ces opérations, et c'est vrai que quand on parle de projets mixtes ou de projets innovants, depuis les Réinventer Paris, donc depuis 2016, la date des lauréats, si on englobe tous les Inventons la métropole 1 et 2, Réinventer les sous-sols, ça fait plus de 200 projets. Aujourd'hui, malheureusement, il y a très peu de projets livrés. Et si je prends l'exemple de Masséna, la promesse de vente a été signée en février 2020 pour un concours gagné en février 2016. Donc, on va voir probablement dans 2 ans, 3 ans, les résultats je dirais, de la livraison de ce projet, sachant que le projet a été conçu en 2015. Donc, c'est un peu difficile. Et quand on parle de cradle to cradle, ce qu'on a conçu à l'époque n'est plus du tout en phase avec ce qu'on ferait aujourd'hui. Donc, d'où la difficulté de faire évoluer ces projets. Bon, je vais peut-être passer rapidement. Ce qui serait plutôt, je pense, intéressant, c'est d'avoir cet échange ensuite sur les différents projets. Bien entendu, on retrouve tous les ingrédients d'un projet environnementalement assez poussé. Mais c'était vraiment les débuts de la démarche Cradle to Cradle. Alors, Ecotone, en fait, Ecotone, je l'avais initié quand j'étais chez Hertel, avant d'aller rejoindre la compagnie de Phalsbourg. Et en fait, Ecotone est né d'une conférence qu'on avait menée au CIMI en 2016 sur justement le cradle to cradle. Et la conclusion de cette conférence, c'était pourquoi pas essayer de concevoir prochainement un immeuble comme pourrait le faire la nature. Et on a commencé à réfléchir avec Parc Architecte, qui était à l'époque avec moi sur ce projet. Et est né ensuite, puisque j'ai rejoint la compagnie de Phalsbourg, Ecotone, qui a été un des lauréats d'Inventons la métropole, avec cette idée de faire d'Ecotone je dirais, le pôle d'excellence du biomimétisme. C'est vrai que quand on parle de biomimétisme, on ne pense pas du tout à l'immobilier. Alors le biomimétisme existe déjà dans l'industrie depuis de nombreuses années. Le biomimétisme dans l'immobilier est plus, je dirais, le prisme d'entrée, c'est plus la notion d'écosystème dont le cradle to cradle est un élément important sur la gestion de déchets, sur le recyclage et sur le réemploi. Et typiquement, c'est vrai que Ecotone, c'est un projet de 82 000 m². Alors, je crois qu'aujourd'hui, ils en sont au stade de la promesse de vente. Enfin, comme je sais que tu travailles dessus, Eric, tu pourras peut-être préciser, mais le permis n'a pas été déposé encore. Non, il sera déposé dans quelques mois, mais la promesse est signée. D'accord. Donc ça, c'est un projet qui était très intéressant.
Et je vais passer rapidement, je vais arriver sur Rennes, qui est le troisième projet, qui est le Palais du Commerce, et qui pour nous est aujourd'hui le niveau le plus intéressant du Cradle, puisqu'on retrouve en fait la notion je dirais, de banque de matériaux et ce projet de restructuration complète, puisque aujourd'hui, ce que l'on trouve intéressant dans le redéveloppement des cœurs urbains, c'est cette transformation et cette transition énergétique. Voilà, on parle de 800 millions à 1 milliard de mètres carrés de bâtiments aujourd'hui. Le Palais du Commerce, qui était le bâtiment historique que l'on voit au centre, en fait, c'est un immeuble de bureaux construit, enfin de bureaux, c'est un immeuble mixte, déjà construit par les PTT en 1900, et qui a recueilli à la fois des centrales téléphoniques, des bureaux et récemment le siège de la direction régionale de la Poste. Donc la Poste a fait Postimo a fait un concours que l'on a gagné. Et l'idée était bien sûr de proposer en plein cœur de ville, puisque là on est dans le cœur de Rennes, un projet mixte urbain et innovant, avec à la fois bien sûr la restructuration et la refondation du bâtiment principal, et puis l'ajout en fait d'une extension qui nous permet de à la fois pousser au maximum la démarche carbone avec un bâtiment qui est E3C2 et de pousser bien sûr la notion de cradle to cradle, puisque le réemploi pour la construction de ce bâtiment est un élément essentiel. À la fois, on a une source qui est le bâtiment existant dans le cadre de cette restructuration et potentiellement je dirais un consommateur qui est le bâtiment neuf. Donc on est sur un objet mixte dans sa totale construction avec tous les types d'usages, ce qui rend difficile aussi la conception et l'organisation. Donc on passe sur la vitrine environnementale, donc bien sûr la démarche au niveau de la transition énergétique, et puis le cradle qui apparaît ici. Et c'est là qu'on a mis en place avec Upcyclea cette banque de matériaux. Donc le Palais du Commerce sera probablement un des premiers immeubles, à moins que tu aies été plus vite sur d'autres projets, qui pourraient constituer une banque de matériaux aujourd'hui. Les plus petits qui vont sortir. Les plus petits, oui. Alors voilà, c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui, et on est sur d'autres projets actuellement, que ce soit sur Toulon, que ce soit sur Cergy-Pontoise, que ce soit sur la région parisienne. D'une manière générale, la difficulté qu'on va avoir et qu'on va rencontrer, et c'est intéressant de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui, c'est cette notion de banque de matériaux. Là, on travaille sur un IGH. C'est vrai qu'on peut le déconstruire, mais que fait-on de ces matériaux en attendant de trouver un éventuel preneur? Donc, je crois que c'est ça le véritable défi. On est passé d'un stade, on va dire, d'intellectualisation du cradle, où voilà, on comprend comment ça fonctionne, mais pour que cela puisse devenir une réalité demain, parce qu'on a quand même bien compris qu'il y avait à la fois des déchets qui étaient en augmentation certaine, et puis à la fois des ressources qui étaient en diminution forte aussi. Pouvoir réutiliser des matériaux existants, c'est, on va dire, le rêve de tout le monde. Maintenant, c'est techniquement comment fait-on? Comment stocke-t-on? Est-ce qu'il y a des plateformes qui existent? Est-ce qu'il y a des éléments de stockage? Parce qu'on a rarement on va dire, la parfaite adéquation entre un chantier déconstruit et un chantier qui est à construire. Donc, je crois que c'est ça la question qu'il faut maintenant se poser, c'est comment on arrive à faire matcher. C'est à la fois une demande et une offre pour qu'il y ait un véritable marché qui soit réel et performant. Donc voilà un petit peu en termes de présentation. Alors on peut rentrer dans le détail si vous le souhaitez sur les différents projets, où on peut poser des questions et échanger sur ces éléments. Pascal, j'ai juste une première question peut-être avant d'ouvrir les questions-réponses. C'est toi, en tant que promoteur, qu'est-ce que tu trouves comme intérêt justement, ou qu'est-ce que tu as trouvé comme intérêt à bâtir des bâtiments comme des banques de matériaux et vraiment intégrer l'économie circulaire à impact positif? Alors, je dirais que tout d'abord, il faut replacer cette démarche de cradle to cradle par rapport aux millions de mètres carrés construits. Aujourd'hui, ça représente absolument rien. On est d'accord. Il n'y a pas une création de valeur énorme pour une foncière qui pèse aujourd'hui un peu moins d'1 milliard d'euros. Donc cette création de valeur, elle va peut-être mettre 100 ans pour avoir une véritable, ce qu'elle s'impose en fait à tous les promoteurs, investisseurs de l'immobilier. Donc je pense que la première chose aujourd'hui, c'est forcément une démarche individuelle.
qui fait qu'on a envie d'essayer de changer à notre échelle. Hein. C'est l'histoire de la légende amérindienne avec le colibri qui essaie d'éteindre le feu de la forêt. Voilà, c'est que on essaie de faire le job à notre niveau. Voilà. Donc je pense que la première chose, c'est ça. La deuxième chose, forcément, on va récupérer, on l'a fait sur Rennes, hein, Eric. On a, alors j'ai plus en tête, je crois qu'on parlait de 500 000 euros de mémoire de valorisation de ces déchets. C'est toujours ça, c'est toujours mieux que de ne pas les avoir. Donc, mais la première chose, c'est quand même une démarche individuelle que chacun d'entre nous peut avoir dans ces sociétés. Mais ça va prendre énormément de temps avant d'avoir un véritable indice, aujourd'hui, qui soit un indice performant et qu'on peut coter quelque part, hein, dans le cadre d'une foncière, par exemple, parce que un promoteur, aujourd'hui, il peut concevoir, il faut qu'il puisse avoir un intérêt demain à faire ça. Ça concerne certainement, essentiellement aujourd'hui, les propriétaires ou les futurs propriétaires, de pouvoir valoriser, comme on valorise des immeubles HQE, comme on valorise des immeubles BRIM. Voilà, c'est un petit peu l'objet. Mais tu as dû connaître tu as connu probablement l'évolution de Circolab. Je ne sais pas où ils en sont. On les avait rejoints, nous, en tant que foncière à l'époque, quand j'étais chez Falsbourg. L'idée était intéressante, plus ça regroupait les principales foncières tertiaires en France et européennes, avec des centaines de millions de mètres carrés, donc potentiellement, je dirais, capables de s'inscrire dans cette démarche d'économie circulaire. Aujourd'hui, je ne sais pas où ça en est. Sortir une charte sur obliger les maîtres d'ouvrage à imposer X%, ça reste, si tu veux, de la réflexion intellectuelle. Il faut vraiment qu'on arrive à trouver des projets et qu'on puisse en faire, je dirais, la publicité pour que ça devienne, ou alors il faut que ça devienne, je dirais, une norme et une obligation. On est dans un pays, malheureusement, où il y a beaucoup de normes, hein, beaucoup de contraintes qui ne sont pas toujours faciles à gérer, surtout si on parle de mixité urbaine. Pourquoi est-ce que demain, on n'aurait pas une obligation, je dirais, contractuelle à la fois de consommer des matériaux recyclés et favoriser ce réemploi et puis déconstruire correctement. Puisque tu parles de Circolab, et ce sera mon dernier mot avant de donner la parole à tout le monde, c'est actif. Hein, il y a, notamment, on travaille sur un groupe de travail qui s'appelle Survaleur. Et on est en train, avec le cabinet Albert Malaquin, en fait, qui est expert immobilier, et Oui. avec un de nos clients qui est Accor Invest, pour lequel on a conçu des chambres circulaires, en fait, démontables, manque de matériaux, et où le service achat d'Accor dit, moi, je veux des produits, en fait, qui soient dans les passeports circulaires, soient déclarés pour pouvoir les intégrer dans mes chambres circulaires. On est en train justement de calculer quelle est la survaleur, donc la valeur vénale ajoutée, pour le locataire et pour le propriétaire, du fait d'avoir un bâtiment qui soit donc démontable et source d'économie ou de revenus plutôt que de déchets. Donc, c'est des choses qui sont peut-être plus court-termistes en fait que ce que tu imagines là. Et on a de plus en plus de foncières en fait qui sont en train, et Engie qui est partenaire du projet est intéressé notamment à mieux caractériser leur patrimoine de manière à les valoriser davantage, parce qu'aujourd'hui, donc on est en train de commencer à taper dans le patrimoine existant, ce qui est aussi intéressant en termes de potentiel. Mais tu vois, justement, la valorisation aujourd'hui, elle a un sens que si on arrive à écouler le produit. Tu peux avoir une valorisation théorique, mais si derrière, tu n'arrives pas à écouler ce produit, elle n'a pas de sens réel. Toi, là, on travaille sur un projet de campus en région parisienne, d'une très grande taille. On a en tête d'avoir des bâtiments construits à 100% en matériaux recyclés. Alors, sur des petits volumes, hein, on ne va pas faire 100 000 m² de matériaux recyclés, bien sûr, mais on a envie d'avoir 3-4 bâtiments qui sont un peu emblématiques de cette démarche. Aujourd'hui, pour être franc, je ne sais pas du tout où m'adresser, comment concevoir. Enfin, concevoir, on sait faire, mais demain, comment ça va se faire, comment on va construire. Voilà, donc tu vois, c'est des choses qui doivent être mises en place, qui vont prendre du temps. Donc, c'est ça qui est un petit peu compliqué aujourd'hui pour une foncière. On sait valoriser, on est d'accord, on peut mettre en place des carnets de valorisation sur des matériaux, mais derrière, l'écoulement, et puis surtout, comment demain je peux trouver ces matériaux. C'est pour ça qu'on a conçu MyPsycléa avec une librairie aussi de besoins, qui vont être des besoins de déboucher en fait en réemploi ou en recyclage, en fait, côté fabricant ou côté en in situ ou côté association ou je ne sais quoi, pour avoir des débouchés. Allez, je vais ouvrir les dialogues pour qu'on puisse te poser des questions. Sinon, ça va frustrer tout le monde. Voilà, donc si vous voulez parler, il faut juste en fait activer votre micro et poser votre question. Alors, Bénédicte a une question.
sait-on mesurer l'impact sur le label E+C- ou valoriser la démarche dans le cadre de la RE 2020? Tu veux réagir, Pascal, à cette question? Tu m'as entendu? E+C-, on l'a fait sur Rennes, Oui. puisque le bâtiment neuf, je n'ai pas les chiffres et on pourrait les retrouver. En tout cas, ça a été intégré dans le cadre du bâtiment de Rennes, puisque cette proximité à la fois du bâtiment existant à restructurer et du bâtiment neuf nous a permis on est de mémoire E3, E3C2, on vise E4C2. Ce qui est inscrit, ce n'est pas forcément un engagement dans le cadre du concours, mais on va essayer de pousser jusqu'à E4C2. La difficulté sur le bâtiment de Rennes, c'est qu'on a malheureusement aujourd'hui des réglementations qui n'évoluent pas en fonction de la mixité des immeubles. Parce que quand dans un même immeuble, je vais avoir du commerce, du bureau, de l'hébergement, du loisir, de l'activité, aujourd'hui, on ne sait pas concevoir ce genre d'immeuble et profiter au maximum des effets de levier qu'on pourrait avoir je dirais, de cette démarche cradle to cradle. Donc ça, typiquement sur le photovoltaïque, par exemple, sur le photovoltaïque aujourd'hui, entre un bâtiment neuf et un bâtiment existant, on ne sait pas mutualiser, on ne sait pas valoriser la mutualisation de l'énergie. Donc, quand on parle d'évolution de la réglementation, c'est un vrai frein aujourd'hui aux démarches, je dirais, de tous ces projets mixtes que l'on connaît. Il y a aussi une question d'Anne qui dit comment s'organise le stockage des produits usagés jusqu'à l'expression du besoin de réemploi? Ça rejoint la question de tout à l'heure. C'est vrai. Peut-être je pourrais rajouter quelque chose. Oui, Ouais. peut-être rajouter quelque chose par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on nous on est intervenu sur de nombreux dossiers, projets de déconstruction et de réemploi. Effectivement, se pose toujours le problème du stockage. Donc nous, du coup, on a conçu une approche complètement différente en disant le stockage, c'est le bâtiment lui-même. Donc, c'est-à-dire si je suis capable de savoir que dans mon bâtiment, si mon bâtiment est caractérisé, c'est-à-dire qu'en gros, soit il est conçu et caractérisé avec des passeports dès le départ, donc du coup, je sais ce qu'il y a dedans, et je sais que dans 6 mois, par exemple, je vais déconstruire telle partie du bâtiment. Donc, je peux anticiper. Et finalement, ce qui est le plus impactant et parfois rédhibitoire au niveau du réemploi, c'est la temporalité. Donc, on est obligé, en fait, on se dépêche en fait de déconstruire, de démolir parce que c'est un coût. Et donc, du coup, on se dit, bon, qui en veut? Vous avez 1 mois, 2 mois, 3 mois dans le meilleur des cas pour venir chercher ou acheter éventuellement ce qui vous intéresse. Mais après, c'est terminé et les gens n'ont pas le temps de se positionner ou alors il faut le stocker et ça a un coût et donc ça ruine l'équation économique. Mais si en fait, on a un bâtiment qui est caractérisé et qu'à travers justement, on fait du resource management en s'appliquant sur des jumeaux numériques circulaires, comme je parlais tout à l'heure, on a la maîtrise de notre gisement et on sait que dans tel moment, ces gisements seront disponibles à telle date. Donc, on met en fait la date de disponibilité et notre ressource manager qui dit bah, tiens, j'ai tel gisement qui sont disponibles dans 6 mois puisqu'ils vont être déconstruits. Je regarde les besoins qui sont disponibles en local ou dans ma librairie de besoins pour les faire matcher, aider en cela par des algorithmes un petit peu intelligents. Et s'il faut des transformateurs intermédiaires pour déposer sélectivement, pour transporter, peut-être transformer, pour répondre à celui qui a le besoin dans la qualité attendue, qui fasse qu'en fait, du coup, il soit intéressé à l'acquérir et à l'acheter, à ce moment-là, en fait, on a la solution. Donc, l'idée, c'est de ne pas stocker. Oui, mais ça c'est en théorie, ça. Ah non, ça, on l'a déjà fait pour le coup. Ça, on l'a déjà fait. Je prends l'exemple de Rennes. Je prends l'exemple de Rennes. Je vais avoir 15 000 m² de faux plancher. Je te dis, voilà, le faux plancher, dans 1 an et demi, il va être démoli. Donc, tu as jusque dans 1 an et demi pour l'enlever. Si dans 1 an et demi, tu me dis, bah, écoute, il faut encore attendre 15 jours ou 3 semaines, je ne trouverai personne, je ne pourrais pas quelqu'un puisse le stocker à un moment donné. Je pense qu'il y a une notion de stockage intermédiaire qui a un coût, malheureusement, mais moi, je ne l'attendrai pas, si tu veux, là aussi, que quelqu'un prenne le faux plancher pour démarrer ma déconstruction, tu vois. Ça, c'est vrai si on a tricoté pendant 1 an et demi. Et si pendant ces 1 an et demi-là, je me suis organisé pour aller chercher, si tu veux, Oui. ça me donne du temps, si tu veux, encore une fois. Si je te dis, je m'y mets en fait 15 jours avant la fin des 1 an et demi, effectivement, on risque d'avoir ce problème-là. Le but, c'est d'anticiper, justement. Ça signifie que tu peux demain avoir 25 acheteurs de mes 15 000 m². Oui, 25 ou en tout cas des. Ou deux. En tout Mais cas, tu as il y a des un solutions. vrai sujet de phasage et de timing, Tout à fait. parce que pour nous, en tout cas, même si on est proactif, il est bien évident que je ne prendrai pas le risque de retarder un chantier à un moment donné, parce qu'on n'a pas trouvé cette solution-là. Pour moi, c'est l'élément le plus important, c'est ce timing qui est nécessaire, et il faut qu'on soit en phase totalement entre le départ et le besoin d'un utilisateur autre.
Je reprends l'exemple d'Accor Invest qui est intéressant en ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils ont maintenant des chambres qui sont caractérisées, circulaires, donc prévues donc avec des produits démontables et des besoins qui sont identifiés au sein du groupe. Donc tu peux dire, moi, si, je sais pas, j'ai n'importe quoi, ma tête de lit, si je veux juste parler réemploi, ma tête de lit est disponible dans 6 mois parce que je refais ma chambre dans 6 mois. S'il y a un hôtel Ibis, par exemple, d'une moindre catégorie qui est intéressé à le récupérer, ici, il dit je suis intéressé et il pourra en fait la récupérer ou on pourra en fait on saura trouver le débouché le moment venu. De même, quand je travaille avec des fabricants, je sais pas, de revêtements, de produits, de mobilier, etc. Là aussi, s'ils ont exprimé le besoin d'un intérêt à récupérer, par exemple, je sais pas, le nylon d'une moquette ou la perlite en fait d'un faux plafond ou je ne sais quoi. Là aussi, en fait, on sait qu'il y a un besoin qui est identifié. Et si on a le bon écosystème avec les bons formats attendus, on peut arriver en fait à les anticiper. C'est vraiment par l'anticipation et la gestion en fait, en réalité, en tout cas dans notre expérience. Alors, il y a une autre question. La valorisation de Pascal. La valorisation passe par la reconnaissance économique, car l'ère de la guerre est l'euro ou le dollar. Quel dialogue créé avec le secteur financier? Donc, quels dialogues sont créés avec le secteur financier au niveau banque, fonds de pension, fonds d'investissement, etc. Est-ce que tu veux dire un mot là-dessus? Enfin, bon, aujourd'hui pour nous, tu parlais de valorisation d'un immeuble, tu parlais d'Engie, on travaille sur un des immeubles d'Engie. La valorisation de l'immeuble par rapport à ses déchets, ça rejoint ce qu'on vient d'évoquer, c'est qu'elle a un sens si on arrive à matcher le besoin et l'évacuation de ces déchets. C'est une valorisation à un moment donné qui a un sens et qui ne prend sa valeur que si le résultat est positif. Donc ça signifie qu'on va donner, mettons, 100 de valorisation sur un immeuble qui vaut 1000. À un instant donné, ça vaut 100 puisqu'on n'a pas touché aux matériaux, on ne les a pas évacués. Peut-être que ça vaudra plus que 20 parce qu'on malheureusement, on n'aura pas réussi à trouver les 80 capables d'acheter dans le temps de la déconstruction de l'immeuble et je dirais la totalité de ces matériaux. Donc pour moi, c'est à la différence d'une valorisation d'un immeuble aujourd'hui construit, qui est réel par rapport à des revenus, la valorisation des déchets ne prendra réellement sens que s'ils sont réutilisés. Oui, réutiliser ou upcycler pour faire des matières premières. Oui, enfin réutiliser voilà, sous sens quelque large du forme terme. que ce soit. Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, j'aimerais juste rajouter à ça ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de commencer, à partir du moment où on a de la valeur en fait sur une valeur économique résiduelle, ça, c'est des choses qui sont calculées. À la limite, je vais vous montrer quelque chose qui peut éventuellement intéresser. À ce moment-là, on peut augmenter la valeur vénale. Un travail qu'on fait aussi sur Accor Invest, c'est de voir en fait comment ça peut non seulement réintégrer cette valeur économique résiduelle des composants usagés dans la valeur vénale de l'hôtel, mais également, comme ils sont démontables, ça rend les chambres disponibles moins longtemps quand on doit les rénover. Donc tout ça, ça a un coût, ça a un revenu intéressant en fait pour le locataire. Alors, je vais juste montrer quelque chose qui peut répondre à une question suivante et qui est corollaire de la question qui était actuellement posée. Je vais jongler avec différents écrans, donc c'est un peu compliqué. Alors, je vais prendre une autre question, comme ça tu vas peut-être pouvoir y répondre pendant que je vais chercher une information. Alors, il y a une question en fait de Véronique. Quels sont les liens entre les outils ACV, la maquette numérique et le passeport circulaire? Bon, je vais te laisser répondre. Ok. Alors Véronique, c'est une très bonne question. Premièrement, en fait, dans le passeport circulaire, on doit avoir une information liée à l'ACV du produit. Donc, à la limite, je vais vous montrer ce que c'est un passeport circulaire. Et dans un passeport circulaire, on doit trouver l'empreinte du produit. L'empreinte de production du produit. Alors, attendez. Là, je vais vous montrer en fait, je vais vous montrer la tête qu'un passeport circulaire. Comme ça sera beaucoup plus Mais clair. pour aller dans ce sens-là, ce qu'on peut donner comme exemple, c'est ce qui s'est passé dans l'industrie automobile. L'industrie automobile d'après-guerre, c'est en France des milliers de casses et on ne gérait pas du tout les déchets automobiles. Aujourd'hui, je crois qu'il y a quasiment plus de casses et je dirais les constructeurs
constructeurs aujourd'hui de véhicules gèrent la réutilisation de ces déchets. Donc, on peut y arriver. Mais alors, c'est vrai que l'automobile est un sujet peut-être plus facile à traiter qu'un bâtiment, puisqu'on a quand même probablement plus de problématiques sur l'immobilier que sur une voiture. Mais la démarche industrielle a déjà été mise en place. Tout à fait, oui. Donc, juste pour vous dire que dans un passeport circulaire, on va trouver les informations dont je parlais sur la composition des produits par rapport à une nomenclature donnée, et notamment des informations en fait sur la part de recycler les prochaines vies et du coup l'empreinte carbone de production. Donc, qui est le résultat d'une ACV. C'est là où on va trouver les informations qu'on va récupérer des LDES, des EPD, pour pouvoir justement avoir cette information disponible pour faire nos calculs. Donc ça, c'est le lien entre l'ACV et le passeport circulaire. Et le lien avec le BIM, c'est que le BIM, en fait, c'est donc une maquette numérique dans laquelle on va trouver des objets, donc de la donnée. Quand on associe, par exemple, un objet moquette, par exemple, avec un passeport circulaire, immédiatement, du coup, on récupère toutes les informations dont l'empreinte carbone, dont les prochaines vies, dont la composition, etc., qui nous permettra ensuite de pouvoir faire la gestion des ressources dont on parlait. Et ce qu'on est en train de développer avec différents partenaires chez Engie, chez Vinci ou chez ICAD, de créer des connecteurs avec ce qu'on appelle les BIM exploitation et un outil comme Epicléa, ça permet de synchroniser finalement, pour éviter la double saisie, le lien entre des objets BIM et leurs caractéristiques circulaires en fait, qu'on va trouver par exemple dans notre plateforme. Donc, c'est des choses qui sont vraiment d'actualité au niveau de la question. Et je vais juste répondre à une autre question qui était sur de quoi sont constitués ces indicateurs circulaires, si je trouve rapidement. Information. Mais ça me prend un peu de temps parce que j'ai du mal à jongler pour aller chercher toutes les données. Donc, on va plutôt prendre une autre question et je présenterai après. Au niveau d'un bâtiment aujourd'hui, quels sont les types de matériaux les plus faciles à revaloriser, les plus demandés et à contrario les plus difficiles à réemployer? Donc, je réponds là-dessus, Pascal? On peut répondre tous les deux. C'est vrai que les matériaux de second œuvre aujourd'hui sont plus facilement réexploitables. Le béton l'est aussi depuis pas mal d'années au niveau des traitements des chaussées, par exemple. Typiquement, la question qu'on se pose en France, c'est la disparition des bâtiments en structure métallique, qui historiquement étaient très présents au XVIIIe, XIXe siècle. Bon, les bétonneux sont arrivés et ont remplacé le métal, mais pour moi, le métal aujourd'hui est certainement l'élément le plus facilement réutilisable, puisqu'on est sur des schémas. Demain, on sait démonter la Tour Eiffel et réexploiter une très grande partie des structures de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel en béton, on aurait quand même plus de mal de la réutiliser, sauf à la concasser. Mais voilà, les éléments structurants, je pense que le métal, le bois et le béton sont dans cet ordre-là, sont plus facilement réutilisables. Et puis après, tous les éléments de seconde œuvre sont potentiellement, notamment sur les bâtiments tertiaires, que ce soit les faux planchers, que ce soit éventuellement des faux plafonds, des ossatures primaires. On peut retrouver des éléments de porte. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qu'on sait pouvoir réutiliser. Un bon exemple, c'était il y avait eu il y a 3 ans ou 4 ans, je crois, sur la place de l'Hôtel de Ville à Paris, un bâtiment mis en avant par le pavillon de l'Arsenal, qui était un bâtiment d'environ 150 à 200 mètres carrés, totalement en matériaux recyclés, qui était un petit peu un démonstrateur de ce que l'on pouvait faire. Mais quand on dit totalement, c'était à la fois structure, ouverture, porte, voilà, et aménagement intérieur. Oui, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'il y a effectivement tout ce qui est seconde œuvre, en fait, est assez facile à recycler aujourd'hui, que ce soit les moquettes, les parquets, le lino. On a même des fabricants qui proposent ce qu'on appelle les take-back systems, un système de reprise, et qui sont capables de refaire des moquettes en nylon à partir de nylon, de moquettes usagées. Pareil pour le lino, pareil pour le faux plafond, par exemple. Vous avez Armstrong qui propose des exemples ou Knauf, des offres intéressantes, ou Rockwool en fait en matière de récupérer la perlite en fait des faux plafonds pour faire des faux plafonds. On a des compositions qui sont bien identifiées. Donc que ce soit
Mobilier, donc là, c'est du réemploi ou en termes de matières premières secondaires, en fait, tout ce qui est revêtement, ça se fait. Le béton, on a de plus en plus de progrès pour plus que les recycler en sous-couche ou en fondation pour récupérer, moyennant les bons procédés, pour récupérer des granulats de type 1 et de type 2 pour pouvoir les réinjecter dans la fabrication du béton comme si c'était issu de carrières vierges. Donc là, on refait en quelque sorte du béton par-dessus le béton. En général, c'est à peu près 30%. Donc, et puis il y a les menuiseries. Donc, au niveau verre, maintenant, au niveau plâtre, on a de bonnes filières également. Donc, il y a, je pense, une dizaine de produits qui non seulement peuvent être régénérés ou réemployés, mais on va dire régénérés, avec un modèle économique à la clé. Encore faut-il Mais savoir où ça ça se passe. trouve et où est-ce qu'on Ouais. l'envoie. Voilà. Mais ça passe de toute façon par une démarche de fabricant. Tu citais les moquettes. Dessau était un des premiers à faire des moquettes il y a 15 ans, presque maintenant. Cette démarche de recycler presque à l'infini la moquette. Steelcase, sur le matériel de bureau, a aussi développé des gammes de bureaux qui sont quasiment recyclables à l'infini aujourd'hui. Tout à fait. Dans un autre style, Puma, il y a maintenant presque 15 ou 20 ans aussi, avait lancé une ligne, alors j'ai plus en tête le nom de cette ligne de vêtements, qui InCycle. était là aussi hein, c'est ça, qui était aussi totalement recyclable. Donc c'est vrai que pour un promoteur ou pour un constructeur, on a forcément derrière des fabricants. Je pense que du côté des fabricants, il y a un vrai travail, il y a une vraie sensibilité à amener cette capacité à recycler. Et, tout à fait. Et ça, On ça veut arrive, dire voilà, un promoteur, un constructeur est en bout de chaîne quelque part. Il peut être incitatif, mais à la base, si les produits n'existent pas, malheureusement, ce sera plus compliqué de les recycler. euh, autre question. Alors, je vais prendre plusieurs questions. Il y a une question de Laurent sur savez-vous estimer un surcoût lié à la décomposition sélective? Une question de Noémie sur c'est quoi l'indicateur circulaire, comment est-il calculé? Et puis une question de Pascal sur les fabricants seraient-ils prêts à racheter des matériaux recyclés pour recréer un marché de matériaux d'occasion? Je vais juste vous montrer en fait que c'est juste une question de données. Donc, je vais juste à nouveau partager mon écran. Voilà, c'est là. Normalement, vous devez voir mon écran. Normalement, vous voyez mon écran. Donc, ça répond aux questions sur le comment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a de la donnée, c'est pas très compliqué. Pardon, c'est un peu lent. C'est pas très compliqué de faire des calculs. C'est-à-dire quand on a des bâtiments caractérisés, c'est pour ça qu'en fait sur le palais du commerce, c'était tellement important. Et on a aussi fait sur ça sur Ecotone. À partir du moment où on a une quantité, un gisement avec son tonnage, à partir du moment où on a l'empreinte carbone par unité fonctionnelle en fait des produits et qu'on a donc la quantité, on est capable de pouvoir établir une empreinte carbone par catégorie, une empreinte carbone globale, etc. Donc ça, c'est un élément de la signature circulaire, l'empreinte carbone niveau scope 3, donc niveau empreinte de production. Non-toxicité, ça on le calcule en s'appuyant par exemple sur la liste bannie du Cradle Cradle. Il y a un certain nombre de composants qui sont interdits à partir d'une certaine quantité ou sur des certificats. Donc on est capable de voir selon que la liste soit effectivement vérifiée par un tiers ou pas, voir qu'il y a des certifications qui soient plus importantes. On est capable aussi de pouvoir mesurer le degré de non-toxicité. Le degré de circularité, c'est une formule entre la part de matériaux recyclés et à raison de 2 tiers, les composants qui sont dans mon bâtiment, est-ce qu'ils sont démontables? Est-ce qu'ils sont démontables par rapport à leur environnement? Est-ce que les prochains usages sont définis dans ce passeport circulaire? Selon la qualité du prochain usage, je vais avoir en fait des valeurs différentes. Et selon la fiabilité des informations, je peux arriver en fait à calculer des indicateurs comme ceux que vous voyez à l'écran. Et encore plus intéressant, qui répond aussi à la question, du coup, je ne suis plus sur comment le calcul du surcoût de dépôt sélective, c'est que du coup, à partir du moment où on a ça, on peut aussi calculer la valeur économique résiduelle. Donc, c'est-à-dire qu'on a des grandes tables, on est capable de dire, ben voilà, en hypothèse haute ou en hypothèse basse, selon que ce soit réemployé ou upcyclé, pour tel type de produit, on a tel coût de revente. Donc, ça, c'est la valorisation de mon constituant. Quand j'ai sa quantité, ça me permet de pouvoir avoir un élément. Je vais
rajouter à ça les économies que je fais en termes de non mise en décharge ou non gestion de déchets. Et par contre, effectivement, je vais rajouter le surcoût de dépôt sélectif. Et ça, on a des chiffres. Ça se mesure réellement. Et c'est rentré dans l'étape, et on va faire des calculs. On pondère ça par le degré de démontabilité et le degré d'usure des constituants. Et on a une valeur approchée en termes de pourcentage, en fait, par rapport au coût d'acquisition matière initiale. Après, c'est ce que disait Pascal. Ça, c'est OK, c'est le potentiel de la valeur économique résiduelle. Derrière, comment, en fait, je vais pouvoir faire en sorte que ce soit bien réalisé? Ben, c'est parce que j'ai la connaissance des gens qui ont le besoin, j'ai la connaissance des transformateurs intermédiaires. C'est toutes les librairies qui sont disponibles aujourd'hui pour pouvoir associer des aliments à des besoins via les transformateurs. Et je suis d'accord avec toi sur la constitution de la base de données, mais on est dans une économie de marché, et si tu n'as pas de simultanéité entre l'offre et la demande, à un moment donné, ça Ah oui, restera un outil. Voilà, tu vois, c'est ça. non, mais Ah, demain, tu vends un immeuble, tu vois, en fait, la difficulté qu'on a, on a une étape intermédiaire, si tu veux, qui est le stockage des stockages. C'est moi, c'est ce qui est le plus difficile à appréhender aujourd'hui, hein. Demain, tu as un immeuble qui est loué, tu le mets sur le marché, il y a une offre, une demande, tu le vends. Demain, tu as une voiture, tu mets sur le marché, tu as une offre, une demande, tu la vends. Une action, tu l'offres, une offre, une demande, tu la vends. Un bâtiment à démolir avec une base de matériaux intégrés, cette simultanéité, elle n'existe pas à l'instant T. Donc, il va falloir avoir une étape intermédiaire qui sera, est-ce qu'on sait demain déstocker, stocker quelque part? Peut-être que c'est une solution. Parce que si je reprends l'exemple de mes 10 acheteurs ou mes 3 acheteurs de mon faux plancher sur Rennes, à un moment donné, est-ce que c'est pas plus simple de dire, ben voilà, on dépose, on stocke, ça a un coût, mais du coup, bon, ce coût est déstocké quelque part dans un lieu, et je sais éventuellement le réutiliser pour une autre personne, et ça ne contraint pas le propriétaire initial dans le temps, ou simplement de détruire 50% de ce plancher parce qu'on n'aura pas su le réutiliser. Il y a un vrai travail quand même, je pense, chez Crotor, au tout début, quand on a discuté avec eux, travailler en Belgique sur cette notion de base de matériaux. Hein, c'est l'essence même et la difficulté du cradle et de la réutilisation. Je crois que c'est le vrai sujet. Ce qui explique aussi pourquoi si peu de constructeurs et nos bétonneux sont très présents. Alors, ils commencent à regarder de façon un peu plus sérieuse maintenant cette démarche d'économie circulaire, mais naturellement, aujourd'hui, ils sont à la fois à la source et ils pourraient aussi stocker une partie de ces déchets. C'est clair, c'est clair. Donc, mais encore une fois, faut toujours penser au modèle économique. Et donc, si on peut éviter de dépenser du surcoût de stockage, c'est Oui. important. Et on a vraiment vu que c'était finalement la synchronisation entre ces différents acteurs, après avoir bien sûr recensé leurs besoins, parce que si tu as raison, s'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de marché. Mais si par contre, en fait, et c'est une action qu'on est en train de faire justement si différents acteurs, que ce soit les fabricants, que ce soit les associations, que ce soit au sein d'un groupe en fait ou entre chantiers, les acteurs peuvent déclarer leurs besoins. À ce moment-là, pour moi, c'est la difficulté, ça ne va pas être de dire s'il y a un besoin ou pas, ça va être de dire comment je vais pouvoir utiliser de l'intelligence pour pouvoir être capable d'associer le bon besoin au bon gisement avec la meilleure équation économique et bien sûr écologique. Donc pour moi, ça va être une gestion de la complexité plus qu'une gestion de la rareté des besoins. Parce que des besoins, il y en a, mais ils ne savent pas à qui s'adresser. Des gisements, il y en a, mais ils ne savent pas qui en a les besoins. Les transformateurs et les gens qui sont capables de faire de belles transformations créatives de valeur, il y en a, mais ils ne savent pas avec qui travailler. En fait, on a besoin de se constituer un écosystème dans la nature. Il faut un temps pour que ça s'équilibre, bien sûr. Mais après, une fois qu'on est tous rentrés dans ce paradigme-là, c'est ce à quoi tu travailles depuis longtemps, de faire en sorte que chacun va jouer, prendre sa place dans cet écosystème-là, et qu'on a atteint évidemment une certaine masse critique, je dirais, en termes de data et d'information, à ce moment-là, derrière, ça doit pouvoir fitter. Sans doute au début de manière pas parfaite, mais après de manière progressive, en fait, et intéressante, je pense, pour la création de valeur partagée entre tous. Bien, Pascal, il est 15h05. On va tenir notre engagement d'un webinaire d'1 heure. Je te remercie grandement. On est tous Merci. Merci à toi. Merci à vous. vraiment très intéressant. Donc, merci à toutes et tous. La semaine prochaine, donc jeudi prochain, on aura un témoignage du groupe de quelqu'un de chez ETEX. Le groupe ETEX comprend en fait Signat, qui est en fait un gros producteur de plaques de plâtre.
et qui nous décrira en fait justement tout le processus circulaire de fabrication de ces plaques de plâtre et également de récupération de matières premières secondaires pour refabriquer des plaques de plâtre à partir voilà, de panneaux usagés. Voilà, merci beaucoup. Très bonne journée et puis à bientôt. Merci à tous. Au Au revoir. revoir.